Bonjour Elage. Bonjour M. Kamara. Quel bonheur. Merci. C'est dommage que nous soyons toujours en période de Covid. Bien sûr. Il y a certains principes qu'il faut respecter. Voilà, Merci, on ne se serre pas la main, on se dit bonjour. Laissez-moi vous dire que vous êtes toujours impressionnant avec vos boubous. Très bien teintés. C'est comme vous aussi, M. Kamara. Et ce qu'on oublie souvent chez vous, Elage, vous avez commencé votre carrière professionnelle par la teinture. Par la teinture au Mali, Bamako. Et là, ça veut dire que vous êtes un fin connaisseur. Voilà, c'est pourquoi je porte ça aujourd'hui. Merci, Elage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je reçois aujourd'hui pour vous l'un des personnages les plus influents, les plus importants de notre société. Marabout, il est connu dans presque tous les palais présidentiels de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Aujourd'hui donc, il s'investit dans son pays dans la préservation de l'harmonie sociale. Au nom de sa fondation, Elage Djeriba parle à tous de préservation, de paix, mais aussi de nos valeurs ancestrales. Il est notre invité et il va nous expliquer pourquoi il s'investit tant dans la paix et qu'est-ce qu'il reçoit en retour. Bienvenue dans l'entretien de Koloma. Une fois encore, merci de nous accepter chez vous. Mon invité est un habitué des plateaux de télévision, mais c'est la première fois que nous avons le privilège et l'âge de vous recevoir dans cette émission. Oui. Et là, nous allons donc parler de paix, de votre investissement. Pourquoi nous avons vu qu'il y a beaucoup de structures dans le pays qui parlent de paix, mais souvent c'est à des périodes de tension aiguë. Or, vous êtes inscrit dans la constance. Avant, pendant et même après les périodes de tension, vous parlez, vous investissez dans la paix. Pourquoi, Elage? Qu'est-ce qui explique cette constance? Parce que pour moi, la paix n'a pas de prix. Je n'ai pas commencé à parler de la paix pendant que le pays est en surtension. J'ai commencé depuis que la démocratie a commencé en Afrique, plus précisément depuis 1993, après l'élection en Guinée, avec les tensions qui ont suivi. Depuis cette époque, moi je me suis lancé dans la paix, l'union des Guinéens, la fraternité entre les Guinéens, et la réconciliation des Guinéens, parce que depuis, j'ai apprécié que la Guinée risque d'aller mal avec cette action ethnique. Donc pour moi, je n'attends pas qu'il y ait un problème avant de dire les Guinéens, aimons-nous, partageons ce que nous avons entre nous. Il faudrait que nous nous considérons et nous nous respectons. Vous parlez de tensions qui sont montrées après les élections, avant même les élections de 1993, vous n'étiez pas encore au pays, vous étiez hors du pays, mais c'est loin que vous avez vu ces tensions. J'étais hors du pays, mais à l'époque, j'étais déjà premier vice-président des Guinéens du Congo à l'époque, du Zaïre, où l'ambassade de Guinée à l'époque a été pillée dans beaucoup de pays africains et en Europe. Alors j'étais parmi les personnes qui ont tout fait à l'époque pour que les Guinéens puissent reprendre la confiance entre eux, puisque avant cette élection, nous n'avons pas connu des problèmes ethniques guinéens, Soussou, Malinké, Peul, nous n'avons pas connu. Surtout dans le pays où je vécu à l'époque, au Congo, c'était les deux grands ethniques qui étaient là-bas. C'était les Malinké, c'était les Peul. Il y avait moins de Soussou, il n'y avait même pas de forestiers. Alors, mais ces grands ethniques qui étaient là-bas, qui avaient des influences sur l'économie du pays, ont fait que leurs problèmes ont fait que les Guinéens ont été automatiquement indexés. Et on disait même qu'on ne donnait pas les visas aux Guinéens parce qu'ils sont violents, parce qu'il y a ceci et cela. Donc j'ai compris qu'il fallait se mettre debout pour que cela n'arrive pas dans notre pays. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas en Guinée, mais malheureusement, le racine s'était déjà installé en Guinée. Depuis, c'est devenu vraiment un style de vie, d'action, les Guinéens. Alors que là-bas, vous étiez connu là-bas pour être marabout, réputé. Finalement, vous êtes transformé en faiseur de paix. Vous savez, quand on dit un marabout d'abord, c'est un sas. Dans votre sas, qu'est-ce que vous devez faire? C'est d'éduquer les gens. C'est de donner, si vous voulez, la sensibilisation permanente à tout ce qui vous entoure. Un imam, c'est un marabout. Un marabout, c'est celui qui doit enseigner les gens à vivre ensemble. Donc déjà,
avec l'éducation que j'ai reçue, je remercie mes parents. Nous avons grandi dans cette vocation pour dire que voilà, il faut toujours éteindre le feu avant que ça soit trop tard. Donc moi, dans ma tête, il ne faut pas laisser que le feu s'allume avant de sortir pour dire voilà, je n'ai aucun arrière-pensée de ce que je fais. Donc je le fais parce que j'aime mon pays, j'aime le peuple de Guinée. La Guinée était respectée et je m'aiderais que cette Guinée reste encore dans ce cadre-là. Mais si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ça va être difficile, même étant marabout, être vraiment dans un pays, dire que voilà, je peux vous donner la paix, alors que dans mon propre pays, je ne suis pas capable de mettre la paix dans mon pays. C'est pourquoi vous rencontrez toutes les sensibilités, que ce soit politique, société civile, les institutions et même le bas peuple. Vous savez, la maladie guinéenne, vous et moi, nous sommes tous malades. Nous sommes tous malades pendant que on négocier dans notre pays les docteurs et les doctorats. Mais on n'arrive pas à nous guérir parce que c'est un problème profond. On a laissé les racines pousser. Et cette racine qui est poussée, il faut aller vers les autorités, vers les bas peuples, pour ne pas qu'on dise c'est la faute de tel. Ce n'est pas la faute de quelqu'un le problème guinéen, c'est la faute de tous les Guinéens. Parce que nous avons laissé faire. Nous sommes le créateur des systèmes guinéens. Ce n'est pas un président qui a créé le système guinéen. Ce n'est pas un premier ministre. Ce n'est pas un président de parlement. Mais c'est les Guinéens, c'est le peuple de Guinée même qui a créé ce qu'on appelle en Guinée le système. Et ce système-là, ça nous a piécés tous. Les chefs qui nous commandent sont piécés dans le système et la population est piécée aussi. Mais c'est la population qui se pièce lui-même. Parce que c'est nous qui élus nos dirigeants. Et lorsque les dirigeants sont élus, c'est nous encore qui fermons la porte à ces dirigeants. Imaginez-vous, M. Camara, lorsque quelqu'un est nommé aujourd'hui dans le gouvernement, il est sorti de ce peuple. C'est le même peuple qui fournit son cadre. Et dès qu'il est parti là-bas, au lieu de travailler pour le peuple, c'est sa famille d'abord qui va dire, mais tu sais dans quel calvaire nous étions. Et le village va venir après pour dire que voilà, tu sais dans quel village que tu as quitté. Il ne faut pas nous laisser comme ça. Tu as l'occasion, alors il faut se penser à nous. Il faut se penser à nous. Il va s'enfermer là-bas. Au lieu de penser au peuple, il va penser d'abord à sa famille. Il va penser d'abord à son village. Même si vous voyez qu'aucun Guinéen ne peut démissionner ici, il est difficile de démissionner. Ce n'est pas parce que la personne ne veut pas démissionner. Mais c'est ton village, c'est ta famille qui vont te faire la pression. Pourquoi tu nous as coupé à manger? L'élite est otage de la société. Donc, le peuple est pris en otage de lui-même et le gouvernement aussi sont pris en otage. Donc nous sommes là, on dit le système, mais il est déjà enraciné dans notre pays. Comment il faut le faire déraciner? Alors il faut aller vers tout le monde. La politique, le petit peuple, les grands peuples, c'est tout le monde qui est concerné. Et là, est-ce que vous obtenez des résultats? Bien sûr que j'obtiens des résultats parce que pas plus tard que cette année, je félicite toutes les équipes qui m'ont accompagné et je remercie Dieu, je remercie vous les journalistes qui sont la force de Elaye Djerba Diaby et sa fondation. Je vous remercie de savoir nous accompagner dans nos luttes souvent. Alors, si nous avons obtenu ce résultat, mais il faut savoir que je ne suis pas satisfait. Satisfait parce que notre pays aujourd'hui, il y a toujours cette haine qui continue à se installer. L'injustice que nous voyons dans notre pays, ce n'est pas la Guinée que nous connaissons. Nous, quand nous sommes grandis dans notre pays, on entendait que quand vous tuez, on vous tue. Et quand vous volez, on vous met dans la prison. Mais aujourd'hui, les Guinéens se tuent sans aucune justice. Les Guinéens, la moindre chose, quelqu'un qui a volé le vélo ou qui a volé un moto, on le tue comme si c'était vraiment des personnes qui sont nées de eux-mêmes, ils ne pensent pas à Dieu. Alors, où est ce peuple qui était un peuple adorant hier? L'intolérance s'installe. Il n'y a plus de tolérance dans notre pays, il n'y a plus d'amour dans notre pays, il n'y a plus de confiance dans notre pays. Les gens n'ont plus pitié de l'un et l'autre. Alors, comment on peut dire que vraiment, nous avons vraiment la satisfaction sur ce que nous véhiculons dans notre pays? Parce que ce sont des Guinéens qui font le mal à d'autres Guinéens. Ce sont des Guinéens qui refusent de donner la justice à l'autre Guinéen.
Ce sont des Guinéens qui sont en train d'insulter l'autre Guinéen. Pendant que vous voulez que nous mettons la paix dans notre pays, vous vous insultez. Vous pensez que quand vous insultez le papa de quelqu'un, il ne va pas s'énerver? Quand vous insultez le chef de quelqu'un, il ne va pas s'énerver? Dans notre pays, nous n'avons pas connu ça. La Guinée, c'était d'abord la culture d'éducation. Les Guinéens étaient éduqués. Les Guinéens savaient que Dieu est là. C'est la foi d'abord. Et c'est cette foi-là qui est en train de partir aujourd'hui. Nous ne voyons pas où la Guinée va s'enfoncer. Vous êtes convaincu qu'on peut ramener ces croyances-là, ce respect de l'autre, ce respect de nos valeurs, cette foi-là qui, pour vous, nous a quittés, on peut les ramener? Monsieur Camara, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Vous savez, quand on parle de système, ce n'est pas avant l'an 2000 où on avait à l'époque Sotelégui, il n'y avait pas de téléphone portable. Les Blancs ont changé, aujourd'hui c'est le portable. Les réseaux sociaux sont là. Donc on n'avait pas ça à l'époque, mais aujourd'hui ils ont déformé ça. Mais déformer un homme, ce n'est pas comme déformer un portable ou c'est difficile. Le réseau que nous avons dans notre pays, elle est profond. On ne peut pas le instruire à un sourd. Il faut continuer, il faut avoir la volonté politique, la volonté populaire pour que l'ensemble des peuples de Guinée, au plus fond des villages de la Guinée, sachent que nous ne pouvons pas faire dans notre pays ce qu'on veut sans que la loi vous poursuive. Il faudrait que la loi soit plus forte que les hommes. C'est pourquoi vous saluez l'esprit qui est en train de se développer au sommet même de l'État, gouverner autrement? Vous savez, je ne vais pas parler gouverner autrement parce que je ne connais rien de la politique, mais je pense que si cela va dans le sens où l'autorité d'État doit s'installer, où la justice pour tous doit être là, où les Guinéens doivent se sentir vraiment que quand tu fais le mal, tu vas être payé par le mal, je pense que gouverner autrement peut être un modèle en Guinée. Elhadj, vous êtes un homme d'expérience. Pratiquement, vous avez tout vu dans votre vie, dans votre parcours. Certes, aujourd'hui, vous êtes très bien habillé, vous portez des chaussures, mais à 18 ans encore, en quittant ce pays, vous n'aviez pas de chaussures. Vous avez marché de Merunkouré, votre village, pour Kouré-Mali. Vous avez des... Monsieur Camara, j'ai quitté la Guinée, je suis né en 1962. J'ai quitté la Guinée en 1981. En 1981, à l'époque, à l'âge de 17 ans, un enfant de 17 ans ne pouvait pas quitter un village à un village sans être accompagné de ses parents. Mais lorsque mon père, qui était mon maître coranique, il m'a autorisé de quitter la Guinée, j'ai fait un peu de voiture, un peu de pied, jusqu'à arriver à Bamako, en 1981. Et rappelez-vous qu'à cette époque-là, je n'avais ni carte d'identité, ni rien. Nous sommes partis de brousse en brousse jusqu'à arriver à Bamako. Arrivé à Bamako, on a commencé par quoi? C'est par faire les indigos. Comme tous les Djakanké, vous connaissez, quand on va quelque part, tout le monde voit là-bas. Aujourd'hui, tout le monde est à Paris. À l'époque, Paris, c'était Bamako. Alors, nous étions tous à Bamako. Et ça faisait des millions et des millions de francs maliens à l'époque. Mais, vous savez, la Guinée, ça fait mal. Je suis malade parfois. Parce qu'à l'époque, les Maliens ne connaissent pas faire le bassin. Les Maliens n'avaient pas de style de Guinéen. C'était le lépi de Guinée, c'était le pagne qui vient de Kindia, qui partait à Bamako. Lorsqu'un Guinéen arrive là-bas, on dit « Ah, ça, c'est des champions qui font les teintures ». Donc, j'étais à Bamako. Et vous êtes fait passer pour le champion. Je faisais maître là-bas avec ça. Et je vous dis, quand je partais à Bamako, voici mon premier carte d'identité nationale. Mon premier carte d'identité nationale en 82. Ça m'a une carte malienne? Une carte guinéenne. Ah, d'accord. Une carte guinéenne. C'est ma première carte d'identité nationale. Et avec ça, j'ai parcouru à l'époque toute l'Afrique de l'Ouest avant d'arriver à obtenir mon premier titre de voyage pour monter dans un avion. Ça, c'est mon premier titre de voyage. Pour monter dans un avion. Pour vous dire que les Guinéens étaient respectés. Ce n'est pas la Guinée d'aujourd'hui qui va montrer que les Guinéens n'étaient pas Guinéens. Et en ce moment, vous aviez toutes les portes des palais qui vous étaient ouvertes. Tout est ouvert, mon cher frère, tout est ouvert. Vous avez commencé par Moussa Traoré. Moussa Traoré. Et puis, le reste a suivi. Bon, je ne dis pas. Alors, mais justement, je vais vous dire ici, la Guinée était respectée.
On savait qu'on ne donnait pas le titre, On ne donnait pas le titre à n'importe qui. À n'importe qui. Alors aujourd'hui, si c'est des Guinéens qui vont se lancer à la mer pour aller en Europe, si c'est des Guinéens qui sont morts dans le désert libyen, c'est parce que nous n'avons plus de respect entre nous. Et il faut avoir confiance Il en faut son avoir pays. confiance à son pays, confiance à ses autorités, dire que voilà, la faute des Guinéens aujourd'hui, c'est parce que nous ne voulons pas dialoguer entre nous. Tout le monde veut aller à la force. Nous avons la voulu, force n'a nous jamais avons voulu construit un ouvrir pays. ce passage-là sur votre tour un peu du monde. C'était pour montrer effectivement la confiance que vous avez toujours eue en notre pays. Bien que toutes les portes des palais de l'Afrique de l'Ouest et du centre vous étaient ouvertes, vous êtes resté guinéen, rien ne vous a tenté et aujourd'hui vous êtes revenu dans ce pays. Tous les temps que j'ai fait dans ces pays-là, je n'ai jamais été un homme de couloir de palais ou un homme couloir de ministère. Je suis toujours dans le centre. Je viens, je rentre où je veux. Et j'ai été fier en tant que Guinéen. Je n'ai jamais un jour été interpellé dans n'importe quel pays pour dire que vous avez déshonoré votre pays. La raison pour laquelle j'ai eu tous ces titres à l'étranger, je n'ai eu aucun titre dans mon pays. J'ai eu tous mes titres que j'ai à l'étranger par la confiance que moi-même je forçais pour l'image de mon pays. Parce que je me dis en tant que Guinéen, si je ne suis pas allé à l'école sortir au Sorbonne ou bien quoi, mais l'éducation que mon père m'a donnée, c'est des bons comportements d'abord. Et faire la fierté de ton pays et de ta famille. Pour ceux qui ont de la mémoire, on se rappelle encore de l'opération spectaculaire au grand carrefour de Kinshasa, l'ouverture des magasins des Guinéens et de tous ceux qui sont en Afrique de l'Ouest qui avaient été fermés par les autorités zaïroises. Et là, Djeriba Diaby arrive. Tout s'ouvre, on casse les cadenas. Ça fait le tour du monde. Hein? Ça, c'est tout le monde qui le sait. Ce n'était pas les autorités qui ont fermé les magasins, mais un individu, un militaire mal intentionné qui est venu régler le compte aux Guinéens. Il a fermé tous les magasins. Et lorsque l'ambassadeur a été, à l'époque c'était l'ambassadeur Aboulaye Sylla, lorsqu'ils sont venus le voir, l'ambassadeur a dit qu'il ne pouvait pas. Il fallait qu'il écrive d'abord au ministère des Affaires étrangères, et le ministère des Affaires étrangères renvoie à Kinshasa pour qu'il puisse intervenir. On dit, ben, allez voir El Hadji Djerba Diaby. Ils sont allés me voir, en pleine journée, à 14h, nous sommes venus. L'ordre est venu, j'ai dit, cassez tous les magasins. Tous les magasins ont été cassés. Les gens sont rentrés dans les magasins. Les militaires ont été dégradés à Kinshasa, devant tout le monde. Ça, c'est la fierté de notre pays. Et là, Djeriba, tout cela pour vous dire que rien ne vaut que la paix. Et vous continuez à vous investir dedans. Mais en retour, aujourd'hui, qu'est-ce que vous recevez? Vous savez, la paix qui se cherche dans mon pays, je n'ai pas de prix. Et personne ne peut le payer non plus. Parce que j'ai payé le prix fort. Moi qui vous voyez, depuis 1993, je véhiculais la paix. Et lorsque notre pays est attaqué en 2020, à 2001, je suis rentré en Guinée. J'ai fait tous les pays. J'ai fait tous les villages. Je partais partout. Au retour, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai failli mourir. Voilà l'accident que j'ai eu avec tous les gardes-corps qui me suivaient à l'époque. Véhicule cabossé. Voici ce que j'ai eu. Voilà là où je suis couché. Tout le monde disait que j'étais mort. Fractures au pied. Tout le monde disait que j'étais mort. Donc, les gens pensaient que c'est fini. Il va se décourager. Moi, je ne cherche rien, sauf la paix dans mon pays. Alors, je ne cherche pas qu'on me paye. Mais ce qui est là aujourd'hui, je remercie Dieu parce que j'ai la reconnaissance des peuples de Guinée. Et Dieu aussi bénit El Hadji Djerba Diaby. Je le ferai tant que je peux. Je le dirai tant que je peux. Parce que sans la paix, notre pays, mes enfants, mes petits-enfants vont aller où? C'est la Guinée qui est notre pays. Et là, pour finir, nous sommes à une nouvelle phase de l'évolution de notre pays. Dieu merci, il y a eu des moments agités de par le passé, mais on a l'impression que vraiment maintenant, on peut repartir sur de nouvelles bases. Qu'est-ce que vous conseillerez aux Guinéens? C'est difficile que nous partons avec une nouvelle base sans qu'il y ait un dialogue sincère et franc. Il ne faut pas qu'on dise qu'il n'y a pas de problème dans notre pays. Il y a encore des problèmes. La Guinée ne peut pas avancer à un seul aile. On a 4 pneus. Si un pneu est crevé, il faut censé le remplacer ou alors trouver la solution. Donc la Guinée, pour qu'il passe
dans cette nouvelle base et que le chef de l'État, dont je félicite ici, avec son gouvernement, qui veut vraiment que la Guinée aille comme les autres pays, voire même dépasser les autres pays, il faudrait que le dialogue soit sincère et que les Guinéens se donnent la main et que les Guinéens se pardonnent. Il faut qu'on se pardonne. Tout le monde est humain. Chacun peut se dire, voilà, il y a ceci et cela, mais lorsque le pouvoir est là, c'est le pouvoir qui commande. Et le pouvoir qui commande, il doit savoir aussi, il commande les hommes. Et les hommes qui commandent doivent savoir que si, sans le chef, sans le peuple, il n'y a pas de chef. Sans le chef, il n'y a pas de peuple. Donc, ils s'en vont ensemble. Il faudrait que la Guinée trouve une meilleure voie pour la paix durable et pour une réconciliation durable et surtout le pardon. Le pardon. Le pardon, c'est ce qui manque dans notre pays. Mesdames, Messieurs, merci. Merci à El Hadj Djeriba Diaby pour ce passage. C'est la voix de la sagesse, en tout cas dans les sociétés traditionnelles. Le marabout, il a dit à l'entame de cette émission, c'est le sage par excellence. Merci à vous qui avez suivi ce numéro de l'entretien de Koloma. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.